Les 6 et 9 août, des bombes atomiques sont larguées sur les villes de Hiroshima et Nagasaki. Albert Camus, dans Combat, une position tout à fait remarquable, le 8 août 1945, c'est-à-dire 2 jours après Hiroshima et 1 jour avant Nagasaki, la civilisation mécanique vient de parvenir à son dernier degré de sauvagerie. Certes, dans un monde livré à la violence, nul ne saurait s'étonner que la science se consacre au meurtre organisé. Déjà, on ne respirait pas facilement dans un monde torturé. Voici qu'une angoisse nouvelle nous est proposée qui a toutes les chances d'être définitive. Il conclut, devant les perspectives terrifiantes qui s'ouvrent à l'humanité, nous percevons encore mieux que la paix est le seul combat qui va y être mené. Ce n'est plus une prière, mais un ordre qui doit monter des peuples vers les gouvernements, l'ordre de choisir définitivement entre l'enfer et la raison. Georges Bernanos, qui estime, lui, que la civilisation, ce qu'il appelle la civilisation de la bombe atomique, est intolérable, et que face à elle, l'homme raisonnable ne peut opposer que l'objection de sa conscience. L'objection de sa conscience. À un monde de violence et d'injustice, au monde de la bombe atomique, on ne saurait déjà plus rien opposer que la révolte des consciences du plus grand nombre de consciences possibles. En octobre 1946, il écrivait encore « La barbarie polytechnique menaçante n'a plus devant elle que des consciences ». Jean Lurçat, qui a signé des tapisseries tout à fait remarquables, et il est significatif. Il est mort en 1966 sur ça, donc c'est déjà quelque chose qui n'est pas nouveau. Il réalise une suite de 10 tapisseries illustrées le chant du monde. Et il compose cette œuvre en commençant par illustrer la menace atomique qui pèse désormais sur l'humanité. Cet ensemble, la grande menace, est composé de 4 panneaux, la bombe atomique, l'homme d'Hiroshima, le grand charnier et la fin de tout. J'ai commencé par la bombe atomique, expliquera-t-il, parce que le danger atomique, c'est la base. Mais c'est à partir de lui que notre monde doit s'organiser. Sur ma tapisserie, on la voit à gauche, donc la grande menace. Elle est lancée par une espèce d'aigle, un animal vautour, qui tombe sur notre planète comme sur une proie. Cependant, face à cette grande menace, Lurçat a placé l'homme, qui est à la barre du bateau de la création. Et au-dessus de l'homme, Jean Lurçat a dessiné la chouette qui symbolise la sagesse, qui veille par rapport à la folie de l'homme. Alors, je voudrais encore citer Lurçat à propos d'Hiroshima. L'homme d'Hiroshima, dit-il, a été brûlé, dépouillé, vidé par la bombe. Mais avec lui, ce sont toutes nos raisons de vivre qui ont été saccagées. Nos raisons de vivre saccagées. C'est pourquoi autour de mon personnage, comme une pluie de ruines, tombent les fleurs, les livres, la croix, la faucille et le marteau. La bombe n'épargne aucune idéologie, aucun système. Elle anéantit toutes les pensées de l'homme, tout le patrimoine culturel commun. À nouveau, les bibliothèques d'Alexandrie flambent et s'anéantissent. Mais cette fois-ci, c'est un enlisement général. Ce chant du monde qui veut célébrer la vie ne sera plausible, possible. Le monde n'osera aborder le chant que lorsque la grande menace de cette immense, immonde pustule de la bombe sera d'un commun accord arrachée de la chair des hommes. J'apporte ma pierre. En un seul jour, les bombes incendiaires emportent près de 90 000 civils à Tokyo. Pourtant, les Japonais ne capitulent toujours pas. Les Américains craignent qu'une invasion du Japon ne leur coûte trop cher en vies humaines. Pour expliquer Hiroshima, on dit souvent que Hiroshima a permis au Japon de capituler. Et ce serait une des manières, quelque part, de justifier l'utilisation de la bombe atomique par les États-Unis. Or, il n'en est rien. Il n'en est rien. Les Japonais avaient déjà décidé de capituler. Les Russes et les Américains le savaient. L'emploi de cette arme barbare, dira
l'amiral Lélé, donc un militaire de haut rang américain. L'emploi de cette arme barbare sur Hiroshima et Nagasaki ne nous apporta aucune assistance matérielle dans notre guerre contre le Japon. Les Japonais étaient déjà vaincus. Il fallait tout simplement que la bombe marche. Autrement dit, si le président des États-Unis a donné l'ordre d'utiliser la bombe, c'était pour s'assurer que ça marchait. On avait dépensé tellement d'argent pour elle. Lorsque la bombe fut terminée et larguée, ce fut un soulagement énorme pour tous ceux qui étaient concernés dans l'opération. Ceux qui ont été au départ pour vouloir cette bombe imaginaient que l'Allemagne nazie risquait de posséder une arme de destruction massive. C'est pour ça que certains disent que finalement l'arme nucléaire est une arme nazie. Tout État qui emploie des armes nucléaires et thermonucléaires doit être considéré comme violant la Charte des Nations Unies, agissant au mépris des lois de l'humanité et commettant un crime contre l'humanité et la civilisation. La France, finalement, s'est elle-même dotée de l'arme nucléaire. C'est le général de Gaulle qui a pris cette décision, même si on peut penser qu'elle était un peu préparée avant. Le 13 février 1960 a lieu le premier essai atomique français au Sahara. Et le général de Gaulle s'écrie « Hurrah pour la France !» Depuis ce matin, elle est plus forte et plus fière. En 1961, il déclare « Dans 10 ans, nous aurons de quoi tuer 80 millions de Russes. » Il dit ça sérieusement, hein, il ne rigole pas. Nous aurons la possibilité de tuer 80 millions de Russes. Eh bien, je crois qu'on n'attaque pas volontiers des gens qui ont de quoi tuer 80 millions de Russes. Même si on a soi-même de quoi tuer 800 millions de Français. À supposer, dit-il, qu'il y ait eu 800 millions de Français. Ça ne peut en aucun cas être considéré comme une arme de défense. C'est une arme d'offense, c'est une arme d'agression. Pendant très longtemps, la gauche, bon, je ne sais pas si ça vous dit encore quelque chose, la gauche, s'est opposée à l'arme nucléaire. Et les partis de gauche, qui sont les partis socialistes et les partis communistes, considéraient qu'il ne fallait surtout pas entrer dans ce processus de construction de l'arme nucléaire. Bon, François Mitterrand était radicalement opposé à l'arme nucléaire dans un premier temps. Il dit ceci, en 1972, « Renonciation à la force de frappe nucléaire stratégique sous quelque forme que ce soit. » Renonciation à la force de frappe nucléaire stratégique sous quelque forme que ce soit. Arrêt immédiat de la fabrication de la force de frappe française. Arrêt immédiat des expériences nucléaires et adhésion au traité d'interdiction des explosions nucléaires. Il y a eu toute une dérive qui fait que finalement, il y a eu un ralliement de la gauche à l'arme nucléaire. Il qualifie le désarmement unilatéral, François Mitterrand, de tentation à la Gandhi. Bon, comme si c'était une mauvaise tentation. Bon, tentation impure à la Gandhi. Bon. Il y a la trahison des clercs aussi. Jean-Paul II écrit « Dans les conditions actuelles », en 82, « Dans les conditions actuelles, une dissuasion fondée sur l'équilibre, non certes comme une fin en soi, mais comme une étape sur la voie d'un désarmement progressif, peut être encore jugée comme moralement acceptable. » C'est toujours le discours, notamment, des églises, et de l'Église catholique en particulier, et des évêques catholiques en particulier, qui ne proposent qu'un désarmement mondial. Alors, tout le monde est pour le désarmement mondial. Mais pour les évêques français, ça veut dire qu'ils cautionnent l'armement français. Un élément important, c'est finalement la révolution antitotalitaire en Union soviétique, qui sera non violente, soulignons-le, n'est-ce pas, avec Solidarność en Pologne, etc., etc. Et c'est cette révolution non violente qui va libérer le monde de la menace soviétique. Et qui va donc annihiler toute justification de la course aux armements nucléaires. Mais les États vont tout de même garder dans leurs escarcelles les armes nucléaires. Ce qu'a dit
Obama, dans un discours qu'il a prononcé à Prague le 5 avril 2009, il est président et il affirme clairement, avec conviction, l'engagement de l'Amérique à rechercher la paix et la sécurité dans un monde sans armes nucléaires. Bon. Mais il a pris soin de préciser, ce but ne pourra pas être atteint avant longtemps, sans doute pas de mon vivant. Bon, ce qui est déjà... Et puis on ne peut le souhaiter que longue vie, évidemment. Alors surtout il a affirmé, ne vous méprenez pas, tant que ces armes existeront, les États-Unis conserveront un arsenal sûr et efficace pour dissuader tout adversaire. Ces quelques mots sont finalement terribles, car ça veut dire qu'ils souhaitent évidemment l'annihilation totale, l'abandon total des armes nucléaires, mais ils précisent que de toute façon, ils les conserveront pour dissuader tout adversaire. Il aura finalement le prix Nobel de la paix, d'ailleurs, pour avoir laissé entendre qu'il pourrait supprimer les armes nucléaires. Tout le monde est pour le désarmement mondial. Et ça reste, bien sûr, l'objectif. Il y a eu un traité de non-prolifération des armes nucléaires, le TNP, mais dans la mesure où il n'y a aucune possibilité de rassembler l'ensemble des États nucléaires pour un désarmement mondial, est-ce qu'il ne faut pas briser ce consensus mondial, et notamment au niveau de la politique française, pour proposer des désarmements unilatéraux? Au niveau des hommes politiques, il y a un consensus, droite, gauche, alors les écologistes, pour l'instant, n'ont pas pris de position unilatérale claire. Michel Rocard, lui aussi, est pour le désarmement mondial. Bon. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, mais en juin 2012, à propos de la dissuasion nucléaire, il dit ceci, c'est un serpent de mer. Tout le gouvernement, depuis toujours, et surtout tous les partis politiques qui font campagne, disent toujours qu'il faut couper dans les dépenses publiques. Moi, j'ai une idée. On supprime la dissuasion nucléaire. On supprime la dissuasion nucléaire, non française. 16 milliards d'euros, qui ne servent absolument à rien. Ah. Alors, ça a fait beaucoup de bruit, cette déclaration de Rocard. Beaucoup de gens, notamment au niveau des responsables politiques, socialistes particulièrement, ont pris du recul par rapport à cette position de Rocard, l'ont même dénoncé. Il s'est passé que Michel Rocard a fait marche arrière. Et il déclare sur France Inter, je cite, « Personne, en ayant réfléchi sur ces sujets, jamais n'a parlé de désarmement unilatéral. » Lui-même venait de prôner le désarmement unilatéral. Alors François Hollande va justifier à de nombreuses reprises la dissuasion nucléaire et déclara le 28 mars 2013 « Sur la défense, je suis le chef de l'État et chef des armées. Je sais ce qu'est l'indépendance nationale parce que la France est un grand pays qui peut décider seul. Nous avons une arme nucléaire. On peut penser ce que l'on veut de cette arme nucléaire. » Ah, c'est déjà une permission quand même. Il nous permet d'en penser du mal quelque part. Bon, on peut penser ce que l'on veut de cette arme nucléaire. Je sais que certains nombres de nos concitoyens y sont hostiles. Ah, il lit les journaux. Il y a même les journaux militants, parce qu'on ne peut pas beaucoup s'exprimer dans les journaux nationaux. Non. Moi, je leur dis, c'est notre protection, c'est notre garantie. Il faut la conserver et même la moderniser. Autonomie de décision, protection du territoire, dissuasion, il faut maintenir. Claude Barthelone, vous savez, il est président de l'Assemblée nationale quand même, hein? Et il a dit lors d'un colloque, l'arme nucléaire fait partie de l'identité de la France, c'est comme le fromage. Bon. En 1966, le traité d'interdiction complet des essais nucléaires donc, ne permettait plus à la France d'expérimenter en grandeur nature des armes nucléaires. Donc on a inventé le laser mégajoule pour faire des expérimentations, en quelque sorte, en laboratoire. Je ne sais pas si vous vous en rappelez, la France a inauguré le laser mégajoule de simulation nucléaire. La France continue, malgré le traité de non-prolifération qu'elle a signé,
elle continue à investir pour des milliards, 4 à 5 milliards par an, ce qui est quand même beaucoup. Alors que, soi-disant, il faudrait faire peut-être des économies. D'abord, ça nous coûte cher, là encore, 5 milliards d'euros dans un premier temps, on a beaucoup dépassé ce chiffre, et viole donc l'interdiction des essais nucléaires. Et il viole évidemment l'article 6 du traité de non-prolifération, car il s'inscrit en faux contre l'obligation faite aux États de négocier de bonne foi le désarmement nucléaire. Alors, Manuel Valls va inaugurer le mégajoule, et il va faire, alors là aussi, un discours. La France est un grand pays, dit-il. Et si sa voix, s'il insistait, est écoutée dans le monde, si ses armées contribuent à la stabilité et à la paix dans le monde, au Sahel, en Centrafrique, au Liban, aujourd'hui en Irak, la France le doit aussi au nucléaire de défense. Je m'excuse, mais c'est stupide. Comment la France pourrait menacer d'utiliser l'arme nucléaire dans les pays cités par le Premier ministre? Par exemple, en Centrafrique, au Liban, en Irak. Il y a une impossibilité radicale d'utiliser l'arme nucléaire. Donc, les conséquences humaines qui seraient véritablement cataclysmiques d'un tir nucléaire sont en quelque sorte éliminées et pour justifier les expérimentations de l'arme nucléaire. Alors, le MAN, lui, s'est opposé d'emblée, évidemment, à cette problématique. Le MAN, donc le Mouvement pour une alternative non violente, et s'est efforcé de mener différentes actions pour tenter de sensibiliser l'opinion publique. Désacraliser l'arme nucléaire, délégitimer l'arme nucléaire, discréditer l'arme nucléaire, en commençant par le désarmement unilatéral de la France pour nous Français, et puis pour les Anglais, l'armement britannique, etc. Aux États-Unis, il y a aussi des penseurs et des militants américains qui contestent la politique américaine. Je crois aussi donc que c'est une principale menace sur l'environnement, bien sûr. On a fait une grande conférence récemment, n'est-ce pas? Mais on continue les expérimentations nucléaires. Les négociations qui se font dans le cadre du traité de non-prolifération nucléaire ont toutes échoué. Et alors, là aussi, c'est intéressant d'analyser de près les discours des États nucléaires, ce qu'on appelle le P5. Ce sont ceux qui possèdent officiellement l'arme nucléaire. Et puis, il y a les États qui ne sont pas membres du TNP, l'Inde, le Pakistan, la Corée et Israël. Qui possède évidemment l'arme nucléaire. Alors, le représentant du Royaume-Uni qui s'exprimait au nom des 5 États dotés, que j'ai rappelé tout à l'heure, stipule de parvenir à un monde sans armes nucléaires. Il rappelle toujours, il prétend toujours, n'est-ce pas, être tenu par l'obligation du TNP de renoncer à la course aux armements nucléaires. Mais il affirme simplement qu'ils doivent être maintenus au niveau les plus bas nécessaires pour garantir les exigences de la sécurité nationale. Alors ce concept de niveau le plus bas est totalement brumeux, il est totalement fallacieux, car le niveau de destruction le plus bas reste évidemment extrêmement haut. Et actuellement, il y a un mouvement en France qui est donc composé de différentes associations, organisations. Alors nous sommes tous pour le désarmement mondial. D'aucune parmi ces associations privilégie le désarmement unilatéral dans la mesure où c'est de la responsabilité propre des citoyens français. En Angleterre, il y a également un mouvement qui préconise le désarmement unilatéral. Mais encore une fois, il ne s'agit pas d'opposer l'un à l'autre. L'un doit être le moteur de l'autre. C'est-à-dire le désarmement unilatéral doit être véritablement, pour nous Français, le moyen le plus efficace d'enclencher un processus vers le désarmement multilatéral.
je crois qu'il faut absolument briser le tabou, n'est-ce pas, de vouloir éviter une position radicale dans le refus de l'arme nucléaire. Il n'y a aucun crédit à vouloir le désarmement de la France et à le conditionner par le désarmement des autres, alors que les autres ne veulent pas le désarmement. C'est une question, je crois, de rigueur, de cohérence éthique et politique, et stratégique, et financière. Pourquoi continuer à dépenser des milliards tous les ans, alors que probablement il y aurait des utilisations plus fécondes pour notre société. Ce qui me semble essentiel, et je vais conclure pour qu'on puisse en débattre, tenter une solution multilatérale, bien sûr, mais dans la mesure où celle-ci s'avère pratiquement impossible, est-ce qu'il ne faut pas que les États nucléaires, chacun pour son propre compte, prennent ses responsabilités? Est-ce que la France doit attendre qu'il y ait un accord de tous les États nucléaires pour désarmer, avec les États-Unis, avec la Chine, l'Union soviétique, etc. Personnellement, je ne le pense pas. Je terminerai par citer mon ami Théodore Monod. Le désarmement, tout le monde en parle, personne n'en veut, c'est évident. On s'en gargarise dans les discours officiels. Mais ce n'est pas sérieux. Personne n'en veut en réalité. Personne n'y songe sérieusement. Si on y songeait sérieusement, quel est le pays qui aurait le courage de déclarer la paix au monde? Un pays qui dirait « Moi, je désarme, désarmement unilatéral ». Ça serait à travers le monde une telle flambée de stupéfaction que là, peut-être, les choses changeraient. La France est le pays le plus qualifié pour un geste pareil. Un geste qui aurait un retentissement prodigieux, j'allais dire cosmique, là, les choses changeraient. Voilà. Je m'arrête là pour qu'on puisse largement débattre. Je pense aussi que les pays nucléaires n'ont aucun intérêt à changer de politique. Le seul pays où, à mon avis, l'opposition gagne du terrain, pour moi, c'est l'Angleterre. Ils sont parvenus quand même à ce que ce soit discuté au Parlement de manière régulière, dans la presse, on en parle, ici en France. Par contre, la dynamique qui se dessine, c'est avec les pays non dotés. Il faut savoir, et ça on n'en parle pas assez, qu'il y a quand même des zones exemptes d'armes nucléaires. Et ça, il y a un dynamisme à créer du côté de l'Algérie, enfin tous les pays qui peuvent influencer le mouvement. Je pense par exemple l'Afrique du Sud, l'Algérie, le Mexique. Il y a des pays comme ça, la Nouvelle-Zélande, qui pourraient bouger. Mais jusque maintenant, le leadership, il n'y a pas encore beaucoup de candidats. Ce qui me préoccupe dans notre sujet, c'est arriver à réveiller tout cet endormissement. Et pour ça, tout le monde dort devant sa télévision. On demandait pourquoi on est passé de 300 fois la possibilité de détruire la planète à 2000 fois. Alors que Coluche disait je ne suis pas un spécialiste, mais une fois suffit, ça me semble être... C'est-à-dire que l'indifférence, d'après ce que vous disiez, est aussi liée au fait que de toute façon on n'utilisera pas cette arme, puisqu'effectivement ce serait surréaliste de s'autodétruire. Bon, quelque part, il y a des fous dangereux qui existent dans le monde, qui seraient capables de l'utiliser quand même. Donc on peut peut-être lever les freins à l'indifférence quand même. Mais bon, c'est assez flou ce débat sur l'indifférence, parce que vous aviez l'air de la justifier d'une certaine façon, mais d'un autre côté, il faut lutter contre. Oui, parce qu'en même temps, encore une fois, l'accident est quand même toujours possible. Voilà, donc j'ai bien aimé les arguments d'accident, de prolifération, l'accident est possible. Il y a d'ailleurs des dossiers qui existent sur des accidents dont on ne parle pas, évidemment. Bien que ça soit secret et complètement caché, il semble bien que les États-Unis d'Amérique, son armée, aient utilisé au moins une fois, peut-être 2 ou 3, des armes nucléaires. Et d'autre part, il y a aussi un autre aspect, c'est qui n'est pas véritablement nucléaire, mais qui est quand même dérivé du nucléaire civil et du nucléaire militaire, c'est les armements à l'uranium. L'uranium dit appauvri, mais qui n'est pas toujours appauvri. Parfois, c'est des déchets radioactifs divers.
qui, eux, sont systématiquement déversés par les États-Unis d'Amérique en particulier, et aussi par la France et la Grande-Bretagne, dans toutes les guerres modernes. Il y en a eu des milliers de tonnes en Irak, en Afghanistan. Quand les États-Unis lancent des missiles Tomahawk sur Kobané, il y en a, de l'uranium. Et ça, je suis désolé, mais c'est un génocide durable. Parce que ça rend le pays complètement inhabitable. Ça fait des malformations congénitales absolument fabuleuses dans ces régions-là. Par exemple, à Fallujah, où un médecin a dit certains fœtus sont des masses de chair informes. Bon, alors je ne sais pas si vous voyez, mais c'est exactement la même chose que de lancer une bombe nucléaire, sauf que ça ne se voit pas, que ce n'est pas immédiat, mais que ça dure pour des milliers d'années, voire des millions d'années pour l'uranium. Comme vous l'avez expliqué, l'arme nucléaire, elle est encombrante parce qu'elle est dangereuse, chère, elle n'est pas efficace. Alors pourquoi est-ce que les gouvernements s'entêtent à vouloir la garder? Quelle pourrait être leur raison intime et inavouée de vouloir conserver l'arme nucléaire? Est-ce que c'est parce qu'ils croient sérieusement en ce qu'ils racontent ou est-ce que c'est parce qu'ils sont influencés par les chefs d'état-major et compagnie? Et la deuxième question, c'est si par je ne sais quel miracle on parvenait à un désarmement multilatéral, est-ce qu'il faudrait penser à une sorte de mécanisme de surveillance qui s'assurerait que certains pays ne gardent pas secrètement quelques têtes nucléaires? Beaucoup de militaires sont contre l'armement nucléaire parce qu'ils estiment qu'ils ne peuvent pas financer le conventionnel. C'est un argument que je ne prends pas directement à mon compte, mais qui fait que finalement les militaires ne sont pas des jusqu'au boutiste de la dissuasion nucléaire. Et puis quelque part, de toute façon, ils sont dépossédés eux-mêmes de la décision d'utiliser l'arme nucléaire. L'arme nucléaire, c'est le seul chef d'État qui l'utilise. Donc l'arme nucléaire, finalement, démobilise non seulement les citoyens français, mais tous les militaires. Donc, j'ai posé la question à Michel Rocard, il m'a dit c'est le lobby industriel, quand on est aux manettes politiques, et qui là se disait la même chose. On vous dit de signer en bas de la page, les conseillers vous disent ça, les industriels vous disent ça, et le lobby industriel, et je crois qu'Eisenhower a dit la même chose aussi à la fin de son mandat, le lobby industriel est tellement fort qu'effectivement il y a une pression là, de chantage à l'emploi, de chantage aux devises, de chantage à tout ce qu'on veut, et de chantage aussi au développement technologique qui est issu de la mise au point de ces armes. Pour revenir sur les questions financières, est-ce qu'on a une idée précise des entreprises qui bénéficient de ces dépenses de 4 à 5 milliards par an? C'est Thales, ADS, Safran, etc., qui ont entre 5 et 15% de leur chiffre d'affaires, qui dépend, je crois que peut-être que vous pouvez me confirmer, enfin, qui dépend de la dissuasion nucléaire française. Voilà. On est sous tutelle du CEA, qui est un commissariat d'État, et donc sous tutelle de l'État. Mais le CEA, c'est l'État. Je parlais au niveau privé et du niveau privé. C'est-à-dire qu'on est dans une situation de dépendance qui fait qu'on ne peut même plus évoluer dans notre mentalité. Écoutez, ce que c'est que la drogue, ce que c'est que l'addiction. Le tabac, eh bien, faisait partie de l'identité de Brassens, qui avait toujours sa pipe, de Lucky Luke, qui avait toujours sa cigarette. Et ça faisait partie, presque pas de leur ADN, mais de leur identité. Et l'arme nucléaire, de ce point de vue-là, pour certaines personnes, fait partie de notre identité. C'est-à-dire qu'on nous enlève l'arme nucléaire, eh bien nous ne sommes plus vraiment nous, comme on enlève la cigarette à certains. Et alors l'addiction, c'est intéressant à réfléchir, parce que quand vous avez affaire à un fumeur, il est d'accord que ça nuit à sa santé. Il est d'accord que c'est un budget terrible pour lui. Il est d'accord sur toutes les critiques que vous faites. Mais il continue à fumer. Et pourquoi continue-t-il à fumer? Il continue à fumer parce que la pression sociale autour de lui ne lui permet pas de prendre des attitudes de remise en cause. C'est-à-dire que si on trouve un système pour délégitimer l'arme nucléaire, comme on a trouvé un système pour délégitimer le tabac dans des réunions, eh bien petit à petit, ce sera les États nucléaires qui seront en état d'être montrés du doigt. Tout le monde trouve que c'est normal d'avoir l'arme nucléaire. Je pense que si on faisait un référendum aujourd'hui sans éducation préalable, les gens seraient pour, je vous l'assure. Eh bien, je pense que cette addiction a un outil, c'est le chantage à la sécurité. Le mot sécurité, je ne le supporte plus. C'est fini, je ne veux plus en entendre parler. Or, ce chantage à la sécurité est basé sur quoi?
c'est la peur et la haine. Il faut un ennemi. Je vous rappelle qu'aux États-Unis, lorsque le complexe militaro-industriel a compris que c'était fini, on ne pouvait plus désigner comme ennemi principal les soviétiques, ils ont poussé à l'islamophobie qui vient de renaître dans toute sa force. Et moi, je pense très franchement qu'on ne pourra pas désintoxiquer la population tant qu'on n'aura pas pris au sérieux de la manière dont la haine et la peur sont aujourd'hui vraiment encouragées, développées par les médias et par nos hommes politiques. S'il y avait un référendum aujourd'hui, à cause de l'intoxication aussi dont parle Dominique, le référendum risquerait d'être défavorable et qu'on enterre le débat à ce moment-là pour une grande partie, un grand nombre d'années. Donc c'est un risque que personnellement j'aurais un petit peu tendance à ne pas vouloir prendre aujourd'hui, tant que je m'assure qu'une population n'est pas préparée à réfléchir sereinement. Quand on voit pour le changement climatique la puissance des lobbies industriels pour dire que tout ça c'est pas sûr, je pense que pour l'armement nucléaire qui, comme vous dites, intéresse pas encore trop les Français, même si on leur donne un débat, ça les intéressera pas suffisamment, et le lobby industriel, les organes de presse officiels, des militaires, des politiques et des industriels, noiera totalement la prise de conscience de quelques individus derrière un héritage gaullien qui dit c'est pire que les fromages. Moi j'ai entendu dire dans ces colloques à l'Assemblée nationale, la dissuasion c'est la France, monsieur. La dissuasion c'est la France. Il y aurait quand même un grand débat. Il y aurait un débat, c'est le principe du référendum. C'est un débat. Je crois qu'il faut risquer le débat. Il y a l'aspect financier qui est tout de même, qui peut apparaître décisif. On dépense des milliards pour maintenir l'arme nucléaire. De ce point de vue-là, j'avoue que je ne suis pas pessimiste.